Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation que j'apprécie énormément et de pouvoir faire une présentation en français et de pouvoir parler de la Terre. Les deux, les deux me réjouissent. Avant de commencer et de parler un petit peu des travaux que je voudrais vous montrer, je pense qu'on peut tout à fait discuter des résultats que je vais vous montrer, des données que je vais vous montrer, mais je pense que, en tout cas, j'essaie de vous présenter des choses de façon un petit peu quantitative, et après on peut discuter de quelles sont les hypothèses que j'ai prises. Mais voilà, parlons de données. Donc la première donnée, c'est celle-là que je trouve intéressante. Si on regarde la contribution des gaz à effet de serre, donc c'est au niveau mondial, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on regarde la contribution de la construction et la contribution du chauffage et des bâtiments. Pas exactement les mêmes, forcément le chauffage est plus important, mais globalement, on va dire que la contribution de la construction est en fait assez similaire à la contribution du réchauffement climatique, enfin la contribution du chauffage. Tout ça parce qu'en fait, on construit dans des pays émergents de façon massive, et ces bâtiments-là n'ont pas spécialement besoin de chauffage. Et par contre, chez nous, on a construit déjà de façon massive. Du coup, on n'a pas besoin de construire, mais par contre, on a besoin de chauffer nos bâtiments. Et du coup, en fait, ça, c'est globalement la contribution des pays développés. Ça, c'est globalement la contribution des pays en voie de développement. Et c'est sûr que si je regarde cette contribution au niveau européen, je vais avoir une répartition qui est peut-être quelque chose sur laquelle vous êtes plus habitués, où on voit que la contribution du chauffage des bâtiments est beaucoup plus importante que la construction. Mais ça, c'est au niveau européen, parce qu'évidemment, nous, on n'a pas construit. Et qu'à l'intérieur de la construction, c'est essentiellement les matériaux de structure qui comptent pour les réchauffements, enfin, pour les émissions de CO2. Et si je vous montre ça un petit peu, c'est parce que je pense qu'il y a des enjeux qui sont complètement différents dans les deux situations. Il y a des contextes qui sont complètement différents. Et au cours de la présentation, je vais un peu mélanger ces aspects-là de, disons, pays en voie de développement ou pays développés. Et je pense qu'après, dans la discussion, il faudrait peut-être qu'on voit justement quelle technologie pour quels endroits. Du coup, je voudrais discuter un petit peu de quelles sont les ressources en terre, quelle efficacité et du coup quelle technologie on utilise. Les ressources, je vais aller rapidement, mais c'est une étude on a compilé en fait des données qui existaient sur la ville de Zurich. On regardait quel était le flux des matériaux sur la ville de Zurich. Donc ça, c'est si vous n'avez pas vu, si vous n'êtes pas encore allé à Zurich, c'est une très très jolie ville. Et on a aussi un lac, du coup, vous pouvez aussi aller visiter. Ça, c'est si on regarde les flux de matériaux dans la ville. Globalement, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a des déchets qui sortent de la ville, et ça, c'est les déchets qu'on appelle les déchets de la démolition, qui en fait, en énorme majorité, sont recyclés, puisque en fait, c'est essentiellement du béton, et que il y a un gros effort qui est fait sur le recyclage du béton. Donc finalement, en fait, il y a une boucle assez positive, quelque part, de recyclage des matériaux de démolition. Et par contre, il y a aussi ces matériaux-là qui sont des matériaux d'excavation, globalement de la terre avec des gros galets, mais globalement de la terre. Et une fois qu'on a enlevé la partie non polluée, enfin polluée et la partie non polluée, on se rend compte qu'en gros, la quantité qui sort de terre non polluée ou de matériaux d'excavation non pollués, pour rester un peu générique, est pratiquement égale à la quantité de matériaux qui rentrent dans la ville. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que pour ouvrir une carrière, on est obligé d'avoir l'autorisation, on est obligé de re-remplir la carrière qu'on a déjà ouverte. Donc, en gros, j'extrais des matériaux, donc j'extrais des graviers pour les faire rentrer dans la ville. Je fais lors de ma construction, j'excave des matériaux, et ces matériaux me servent à re-remplir ma carrière pour continuer à pouvoir réouvrir des carrières. Donc, en fait, il y a une espèce de cercle un peu, enfin, pas obligatoirement, en tout cas, positif, disons, qui consomme pas mal d'énergie, où en fait j'extrais du matériau en ville pour remplir le trou que j'ai fait à la campagne pour pouvoir extraire le matériau que j'ai ramené dans la ville. Et on continue comme ça. Et on a fait un peu regarder ça à l'échelle européenne, ou en tout cas en France, Allemagne, Autriche. Et bon, alors évidemment, il y a des variations, c'est en tonnes par habitant. C'est un travail de master qui a été fait l'année dernière. Et on retrouve à peu près la même chose, qui n'est pas obligatoirement incroyable, mais c'est que
la quantité de ce qu'on appelle matériaux de démolition, de construction de démolition, est bien inférieure à la quantité de matériaux d'excavation. Donc en fait, en gros, il y a un quart ce qui sort d'une ville, c'est un quart de construction et démolition, granulaire recyclé, et trois quarts, plus ou moins de la terre, avec des graviers ou une distribution granulométrique qui n'est pas obligatoirement adaptée à toutes les techniques, mais en tout cas, il y a une matière qui est clairement abondante et qui est une ressource qu'on peut utiliser. Il faut savoir utiliser, enfin, comment l'utiliser. Du coup, maintenant, je change de contexte et je passe dans un pays en voie de développement où, du coup, le besoin constructif est gigantesque. Et on avait voulu regarder combien est-ce que ça représente un peu un impact environnemental et si on commence à construire en terre, quelles sont les conséquences. C'était un travail qui a été fait en collaboration, enfin voilà, de Verena Guswein, c'est l'étudiante qui a travaillé aux États-Unis, mais sur l'Afrique du Sud. C'est comme ça. Et donc, en gros, ce qu'on faisait comme calcul, c'est de se dire, bon là voilà, la croissance de la population, changement de type de logement selon le milieu de développement, et selon le type de logement qu'on a, on va construire plus ou moins selon différentes techniques, et donc ça a un certain impact environnemental. Donc ça, c'était un peu les différentes techniques, différents types de maisons qu'on avait, puisque forcément, il y a un énorme habitat informel. Ces maisons-là, elles sont construites globalement avec ma vision peut-être non ingénieur, mais globalement, il y a des murs, une fondation, un plancher et une toiture pour une construction. Et là-dedans, on construit avec différents types de matériaux. Et du coup, on a regardé c'est pas obligatoirement hyper facile à lire, mais qu'est-ce qui allait dans quoi, avec deux scénarios. Un scénario si on fait rien, où en fait tout le monde habite dans des bâtiments, dans des petites maisons. Le fait d'habiter dans des petites maisons, le gros problème, c'est qu'il y a une quantité de fondation qui est gigantesque qui est utilisée. Et la fondation est souvent en béton, qui implique pas mal de béton, de CO2. Si on essaie de construire plus d'immeubles, on diminue la quantité de fondation, du coup globalement la quantité de béton, et aussi si on évite de construire avec des briques de terre cuites, les parois, mais qu'on les construit avec des briques de terre crue, et ben là aussi on va rediminuer du CO2, on va ressauver du CO2. Et globalement, c'était un peu l'idée, c'était que si on construit massivement avec des matériaux en terre et en densifiant massivement les villes, en tout cas Johannesburg, il y a certains scénarios qui sont probablement un petit peu extrêmes au niveau économique et même faisabilité technique, mais il y a certains scénarios où on se dit que même avec la croissance de la population, on arrive presque à stabiliser les émissions de CO2. Et du coup, c'est peut-être juste une étude pour illustrer que, surtout pour les pays en voie de développement, il y a quand même un effet non négligeable du choix du matériau qui va se faire, du fait, ce que je vous montrais au début, que en fait, la répartition, ce qui compte, c'est la consommation, c'est la construction, et ce n'est pas obligatoirement le chauffage des bâtiments. Et du coup, maintenant, pour en venir à quelle technique on utilise, si on veut construire, je prends aussi un autre exemple qui est d'un pays en voie de développement et peut-être un peu extrême, mais pour, disons, d'une logique d'évaluation environnementale, en tout cas, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un cas un peu extrême. C'était au Népal il y a 3 ans, il y a eu un tremblement de terre massif. Il y a une chaire de l'ETH qui s'appelle Urban Think Tank qui ont eu un projet pour essayer de reconstruire dans un village isolé une école et un village, et voilà, avec toutes les constructions, et qui nous ont demandé de réfléchir un peu à quel type de matériaux on pouvait utiliser sur place. Et si je dis c'est un peu extrême, enfin si je le prends d'un point de vue évaluation environnementale, c'est parce que forcément au Népal, en tout cas pour reconstruire ce village, tous les matériaux doivent être transportés à pied, donc et avec 3 jours de marche. Et donc forcément la logique c'est d'essayer de se dire avec quoi je peux construire avec le plus de matériaux locaux, puisqu'il faut tout transporter. Et en même temps, dans un autre cas extrême, c'est qu'il faut essayer de construire avec... il y a une urgence à reconstruire la maison. Donc comment je construis avec le plus de matériaux locaux et le plus vite possible. Et donc on a étudié différentes technologies, une étant du coup disons, uniquement locale, quelque part, à une technique où finalement, en gros, j'importe tout avec des tôles d'acier. Et on a regardé un peu le temps de construction, enfin on a estimé un peu le temps de construction. Et je trouve que le résultat en tout cas est assez intéressant, c'est que si on regarde le ratio de matériaux importés et le temps de construction,
on se rend compte que si je construis en terre crue, bon alors forcément il y a des incertitudes, mais globalement je vais avoir une technique de construction hyper locale mais qui va prendre un certain temps, et que si je commence à rajouter, quelque part à importer certains matériaux, je vais diminuer très très vite ma vitesse de construction. Et en fait, ça ne suit pas une loi linéaire, c'est-à-dire qu'à partir de 10-20% de matériaux importés, eh ben, je peux commencer à construire de façon hyper rapide. Et que si j'importe tout, je ne vais pas obligatoirement gagner beaucoup plus en vitesse de construction. Et par contre, si on estime les coûts, voilà, forcément, il y a de la variation, et puis c'est pas obligatoirement la tendance, n'est pas parfaite, disons c'est la vraie vie, mais globalement, l'idée, qui en tout cas, j'ai l'impression qui émerge, c'est de se dire que dans ces techniques constructives, un petit peu d'industrialisation permet de diminuer drastiquement la vitesse de construction, ou de diminuer drastiquement le temps de construction, parce qu'en fait, ça suit une loi qui est plutôt une loi puissance, alors que par contre, le coût de construction, plus j'importe du matériau, surtout si c'est en masse, globalement, plus ça coûte, et du coup, j'ai une augmentation plutôt linéaire de mes coûts de construction. Donc en fait, quand on arrive dans ces zones-là, où en fait il y a un petit peu de mécanisation qui permet vraiment d'augmenter la vitesse, et en même temps sans augmenter complètement le coût, il y a quelque part un aspect d'optimum en termes de technique constructive. Et du coup, pour revenir un peu à une logique, disons, de pays développés, où on construit, en tout cas il y a une certaine tendance à vouloir construire en pisé. Le problème majeur de la construction en pisé, en tout cas la construction vernaculaire, c'est la vitesse de construction. Vous avez peut-être expérimenté en construisant vos murs, mais ou alors celui qui est en bas là que vous avez fait, je ne sais pas. Mais si on doit construire une maison, il faut pas mal de main-d'œuvre, et la main-d'œuvre en Europe en tout cas, c'est un coût non négligeable dans la construction. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir une technique de construction massive tout en augmentant la vitesse de construction? Il y a certaines stratégies, donc là j'ai pris une photo, ou en tout cas des travaux qui ont été faits à Cratère par Mariette Moevius, et qui sont sur ce qu'ils appellent des bétons d'argile environnementale, où en fait l'idée c'est de se dire je vais construire avec de la terre, donc essentiellement de la terre dedans, mais je vais essayer d'avoir une technique constructive comme le béton, donc quelque chose où je peux couler dans des banches que je décoffre et ça tient dans l'idéal, ce qui permet de diminuer la main-d'œuvre, ce qui permet aussi quelque part en termes de transfert de savoir-faire d'avoir l'artisanat ou le tissu local industriel qui en fait peut utiliser quelque part les mêmes infrastructures que ce qu'ils utilisaient avant pour le béton, et d'avoir quelque part un matériau terre, ou qui soit en tout cas plus écologique. Donc il y a pas mal d'études sur ce sujet en ce moment. Il y a, du coup, dans le laboratoire, donc, à Cratère, à Grenoble, pour faire ça, ils utilisent un petit peu de ciment, souvent. Je pense qu'ils en sont vers entre 3 et 5% pour commencer à couler leurs murs, enfin pour pouvoir décoffrer en fait, parce que la terre liquide, je la mets dans un coffrage et j'attends, elle sera toujours liquide après. Donc pour décoffrer, il faut que j'arrive à piéger l'eau ou à solidifier. Nous, notre approche a été, je vous montre juste en tout cas l'idée c'était un projet de du Fonds national suisse, c'était de dire les argiles quand on les met dans l'eau, elles sont coagulées. Il peut y avoir des sels en gros qui permettraient de défloculer les argiles. Du coup, vu qu'elles sont défloculées, puisque c'est une histoire de charge négative ou positive, à ce moment-là, vu qu'elles sont défloculées, elles peuvent réussir à couler beaucoup plus facilement. Et idéalement, j'arrive à trouver un mécanisme qui me permet de refaire précipiter, de reconsommer mon plastifiant. C'est un peu l'objectif, c'est de se dire, je mets un plastifiant, ça me fait un matériau liquide, et après ce plastifiant, je le refais précipiter, et du coup, je retrouve l'état initial, qui n'est pas obligatoirement complètement solide, mais en tout cas qui est plus ferme qu'au début, quoi. Et donc ça, c'est du coup globalement l'idée. C'est-à-dire que des plastifiants qui seraient plutôt, c'est sodium silicate ou sodium hexamétaphosphate, qui en fait sont des plastifiants classiques des argiles, et qu'on fait précipiter avec donc de la chaud
ou alors du magnésium, des oxydes de magnésium. Et en fait, ces matériaux-là, ils ne vont pas vraiment former un liant, en fait, ils vont précipiter du plastifiant. C'est-à-dire qu'ils vont réagir avec le silicate ou avec le phosphate des plastifiants pour re-rendre le matériau ferme. Et du coup, voilà, ça c'est pour vous montrer qu'on progresse. Ça c'était, je dirais, la semaine dernière. On était très contents. Du coup, on arrive à... Alors, on n'est pas encore au stade du mur, parce que ça doit faire peut-être 40 cm. Mais, ceci dit, voilà. En tout cas, c'est l'idée, c'est là où on en est. Et pour revenir à cette logique de quelle est la quantité d'industrialisé, c'est que la quantité de plastifiant que je mets, en fait, c'est du plastifiant par rapport aux argiles. Donc, en fait, je mets 0,2-0,3% de produits chimiques ou de produits en tout cas industrialisés dans un matériau naturel. Et voilà. Du coup, j'ai à peu près fini. Merci. Alors, merci beaucoup Thomas Vert pour cette présentation. Je pense que s'il y a des questions, on va plutôt les garder pour la discussion après. Et puis maintenant, on va laisser la parole à Rodrigo Fernandez et Laurent Sexton-Berger qui ont fondé l'entreprise TerraBlock, donc une entreprise de blocs de terre imprimés à Gland. Et voilà. Allô? Mais ça, c'est seulement pour la caméra. Ah, c'est seulement pour la caméra. Très bien. Tu mets ça, moi. Tu mets celui-là, ouais. Ah, ça va très bien. Voilà. Merci à Catherine, merci à l'EPFL d'inviter la jeune entreprise TerraBlock pour participer au débat. On a appris vendredi passé qu'on a une allocation de 10 minutes aujourd'hui. Donc, on a sorti quelques images de YouTube de notre artiste Samuel Dematra, qui travaille avec nous dans ce travail de démocratisation du matériau terre, comme on l'appelle. Et l'idée est simplement de vous présenter un petit peu cette entreprise et ce qu'elle essaye de faire, non seulement sur le terrain, mais aussi dans l'expérimentation, en collaboration avec le PFL et aussi avec le professeur Karen Scrivener, que je salue et que je remercie pour sa présence. Voilà. Merci au professeur Habert de nous avoir donné ces pistes qui montrent un petit peu comment dans l'académique on voit tout de suite les problématiques qu'on rencontre sur le terrain et que nous avons eu l'opportunité de rencontrer, des difficultés qu'on a rencontrées avec Laurent Deverston-Berger qui est architecte et moi-même qui suis ingénieur, en créant cette entreprise TerraBlock. Tout débute lorsque Laurence expérimente au Pisé avec son bureau d'architecte et se rend compte dans les années 2010 qu'il y a effectivement une potentialité énorme dans ce matériau de par la quantité de ressources locales à disposition que représente le matériau terre, mais aussi dans les limites que ça implique en termes de main-d'œuvre, Guillaume l'a bien montré. Et donc, l'idée était d'essayer de développer des techniques qui nous permettent d'aller un peu plus vite dans la production, de monter des murs plus rapidement et aussi de permettre d'apporter la terre sous forme de cloisons, c'est-à-dire d'éléments aussi un peu plus fins que dans le pisé qui sont traditionnellement d'épaisseur de 50 cm. Et c'est pour ces raisons qu'on s'est orienté vers la technologie du bloc de terre compressé. Bien évidemment qu'il y a une technologie qui existe déjà, largement diffusée en Afrique, qui est une évolution du bloc d'adobe moulé à la main,
Et l'idée a tout d'abord été de s'approprier cette technologie avec les terres locales genevoises, avec aussi cette problématique de déblai terreux, sachant que le seul canton de Genève génère 1,5 million de mètres cubes de déblai d'excavation par an. Donc nous avions conscience que la matière première était largement disponible et qu'il s'agissait vraiment de la maîtriser avec une approche scientifique grâce à nos formations et aussi essayer de lui donner une belle valeur architecturale. Donc suite à quelques essais, on a eu la chance de décrocher un premier mandat pour les services industriels de Genève qui nous ont permis de vraiment mettre en application nos intentions et de réaliser un premier mur non porteur en bloc de terre traditionnel qu'on doit maçonner comme à l'habitude, c'est-à-dire avec un mortier bâtard, mélange de ciment et de chaux. Et puis, dans cette recherche aussi d'optimisation, on s'est aussi rendu compte que autant la production des blocs était artisanale et donc représentait une plus-value commerciale par rapport à des produits industriels disponibles sur le marché, autant la mise en œuvre aussi d'une maçonnerie apparente était quelque chose qui était dans le savoir-faire des maçons locaux, mais qui n'était pas pratiqué pour des questions de coût aussi. Donc on bute face à une double plus-value de la production de les blocs, c'est-à-dire de la fourniture, et plus-value de la mise en œuvre sur le chantier. Alors, la réflexion était aussi de développer un bloc autobloquant, comme vous pourrez le voir ici derrière, où il y a un mur ajouré qui est présenté, qui permet de gagner du temps sur le chantier. Et en fait ce développement n'est qu'une réaction simplement aux contraintes que l'on observe sur les premiers chantiers en collaboration avec les architectes qui nous font confiance. Et en fait, c'est simplement une recherche permanente de mise en application du matériau terre qui passe certaines fois par une stabilisation au ciment, contrairement aux puristes de la terre crue qui croient en le seul matériau terre comme viable. Voilà. Nous avons une approche un peu plus pragmatique, un peu plus orientée terrain, un peu plus orientée normatif, et qui va un peu plus dans le sens de rassurer un maître d'ouvrage qui des fois voit la terre crue pour la première fois sur plan et puis qui se demande ce que c'est. Et donc pour les convaincre, il faut aussi leur donner un peu de confiance en leur disant que ce ne sont pas forcément des murs qui vont s'éroder au bout de 2-3 ans et puis qu'il n'y aura pas de réfection nécessaire, mais qu'avec certaines précautions architecturales, on arrivera à faire quelque chose de durable. Donc voilà un petit peu l'aventure TerraBlock qui s'insère humblement dans un mouvement que l'on n'appellera pas mode. C'est important pour Laurent et moi-même de parler de ça. C'est une nécessité de notre société de se réorienter vers des matériaux simples et largement disponibles. Et il y a autre chose qui est extrêmement important, c'est de lui redonner une dimension recherche et développement parce qu'il y a un énorme potentiel de développement. C'est des matériaux qui ont été oubliés, qui ont été mis de côté par des industries qui sont galopantes et très puissantes. Et l'idée pour nous, c'est pas du tout de remplacer le béton qui est un matériau exceptionnel et qui a d'excellentes propriétés dont on a tous besoin pour créer du logement, mais c'est de venir remplacer des matériaux à haute énergie grise dans le bâtiment, dans des bâtiments conventionnels avec des cloisons qui soient moins énergivores et puis qui en plus aient un rôle esthétique. Pour finir, l'expérimentation est en marche, donc pour rejoindre Guillaume dans cette approche de la terre coulée, TerraBlock essaye aussi, en partenariat avec le PFL et avec des bureaux d'architectes qui sont directement concernés et qui veulent mettre ça en œuvre le plus rapidement possible à l'échelle 1.1. Avec cette collaboration qui vient de débuter maintenant en 2017, on espère pouvoir vraiment couler des terres, toujours des déblais d'excavation terreux, afin de toujours gagner en temps de mise en œuvre et puis proposer des terres. Donc, on bénéficie aussi de l'expérimentation de Zurich, bien sûr, et tous ces articles qui sont publiés nous servent grandement à essayer de mettre ça en application. Alors, voilà un petit peu l'histoire de TerraBlock. Voilà. Il faut essayer de s'adapter aux contraintes, essayer de s'adapter au monde industrialisé qui est complexe
pour faire rentrer le matériau terre et puis essayer de le diffuser à large échelle. Merci beaucoup.